Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Comme vous le savez, Avalion, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale et IT. Et dans le cadre de notre expertise autour de la transformation cloud, nous avons choisi d'aborder avec vous aujourd'hui une thématique qui intéresse les entreprises, quelle que soit leur taille, pour optimiser leurs dépenses dans le cloud. Donc, pour ce webinaire sera présenté par moi, Faisal et Salifi, Cloud Solution Architect Lead, et mon cher collègue Reda Lotfi, que je lui laisse la parole pour se présenter. Bonjour à tous, merci Faisal. Moi c'est Reda Lotfi, je suis Cloud Architect au sein d'Avaliance et je fais partie de ce webinaire pour vous présenter le sujet FinOps. Merci Reda. Avant de commencer à détailler le FinOps, la maîtrise financière, on le sait tous, depuis mars 2020, nous faisons face à une situation liée à l'épidémie coronavirus qui impacte un peu notre manière de travailler, notre manière d'utiliser les outils technologiques, donc principalement le télétravail, la mobilité. Et dans ces situations inédites, un nouveau regard de l'application de cette nouvelle technologie et sur l'identification des principaux leviers à mettre en œuvre devient très important. Oui, certes, il faut faire de l'agilité, il faut faire de la transformation digitale, mais la grande question qui se pose en général, c'est à quel prix? Oui, certes, il faut innover, mais est-ce que le coût de l'innovation est justifié? Spécialement que quand on regarde ce qui est annoncé dans le summit de AWS cette année-là, qui dit que le coût total de possession d'une migration vers le cloud est non inférieur, mais plutôt supérieur de 30 à 50% par rapport à une solution en on-prem. Donc, plein de questions se posent, mais j'ai une question un peu spéciale à poser, qui est la suivante. Est-ce que si quelqu'un, imaginez qu'il vous demande de laisser vos robinets ouverts ce soir, avant de partir du travail, juste vous laissez vos robinets ouverts et vous partez. Logiquement, votre première réaction ne sera pas de dire à cette personne-là que c'est pas très économique, plutôt que c'est un gaspillage. Non, c'est à l'inverse. C'est que ce monsieur-là, il est un peu cinglé, que c'est une question hors norme, c'est du gâchis, parce que c'est une ressource précieuse. Et c'est exactement la question. Certes, il faut utiliser et transformer, utiliser le cloud, transformer et faire de l'agilité, mais il faut bien gérer ce coût-là. Donc, on va essayer d'aborder ce sujet pour répondre principalement à quelques questions. Donc, principalement, c'est quoi la transformation, à quel prix, comment maîtriser ces coûts-là, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Et pour ça, déjà, il y a une première bonne nouvelle. C'est que oui, c'est possible de maîtriser les coûts. C'est ce qu'on appelle le FinOps. Il n'y a pas qu'une seule première nouvelle. Et une seconde aussi, c'est que les entreprises qui s'engagent vers cette approche ne verront pas par la même occasion leur coût d'infrastructure se réduit, mais aussi le coût du build, mais le coût de tout le cycle de vie. Donc pour ça, on va essayer d'atteindre ensemble principalement 4 objectifs durant ce webinaire. Donc le premier, ça va être comprendre déjà la définition du FinOps et qui sont les acteurs. Après, on va essayer d'analyser et identifier la démarche, voire à identifier aussi le cycle de vie, remonter quelques contraintes techniques et fonctionnelles, parler sur les bonnes pratiques, essayer de discuter aussi quelques exemples, des outils, et même au-delà. Donc, notre déroulement, ça va être principalement ces 7 chapitres. Donc, on parlera principalement sur le FinOps. Et je pose une petite question. Vous savez tous, c'est quoi un DevOps? Vous connaissez le mot DevOps, qui est juste une contraction entre développement et opération. Bon, le FinOps, c'est pareil. C'est juste la contraction entre le mot finance et opération. L'idée réellement sous-jacente du FinOps est de s'assurer que le cloud soit géré financièrement.
Pour simplifier, donner de la visibilité sur la consommation cloud et l'optimisation en réalisant les bons compromis. On voit souvent le mot-clé dans cette phrase, c'est le bon compromis. Donc l'objectif, ça va être opter pour une véritable gouvernance. Et pour ça, il faut utiliser les 3 leviers qui sont les acteurs, c'est-à-dire les personnes, un process, une technologie. Donc je commencerai par le premier point qui est les acteurs. Une grande partie des gens, ils entendent FinOps, pour eux, c'est un rôle, c'est une personne. Non, le FinOps, c'est pas une personne, c'est une équipe. Cette équipe-là est constituée principalement par le lead de ce terme qui est FinOps, donc le FinOps lui-même, le rôle FinOps, mais ça a une interaction avec principalement une vision stratégique et gouvernance qui est faite par l'équipe exécutive. Donc, quand je l'ai utilisé, donc c'est les vice-présidents, les chefs de centre d'excellence, le CTO, le CEO, etc. Après aussi, cette déclinaison, cette vision au niveau métier, donc avec un besoin fonctionnel, et discuter bien sûr sur les seuils financiers qu'il ne faut pas dépasser avec les financiers. Et à la fin, c'est les ingénieurs, les membres de l'équipe opérationnelle, les ingénieurs principaux des systèmes, etc., qui sont là pour nous donner tous les prérequis pour pouvoir avoir cette équipe qui va nous donner la possibilité de maîtriser ce coût. Tout ça, c'est bien. Les acteurs, ils sont là, mais acteurs sans démarche, sans process, sans bonne pratique, c'est pas complet. Donc, la première question qu'on va essayer de répondre sera comment initier cette démarche? Comment initier cette démarche FinOps? Et mon cher collègue Reda va répondre à cette question-là. Merci Faisal encore une fois pour cette introduction. Donc effectivement, le mot qui se répétait à chaque fois sur ce FinOps, c'est bien la visibilité. Donc donner de la visibilité sur la consommation cloud en réalisant ce meilleur compromis entre la vitesse, le coût et la qualité qui ensemble constituent notre objectif de cette migration cloud. Alors, dans une démarche FinOps, chaque équipe opérationnelle ou financière ou autre doit pouvoir accéder aux données financières en temps réel dont elle a besoin, ce qui peut influencer sur ses dépenses et l'aider à prendre les décisions intelligentes qui se traduiront finalement par des coûts cloud efficaces, équilibrés par rapport aux objectifs de l'entreprise. Un exemple réel de l'importance de cette visibilité, c'est celui de la voiture électrique qui, avec son grand écran, nous affiche en temps réel la consommation d'énergie qui fluctue selon notre façon d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, quand on accélère fortement, on voit notre autonomie diminuer fortement, ce qui nous pousse à lever le pied et mieux gérer notre dépense énergétique jusqu'à trouver la meilleure optimisation entre mon besoin d'aller d'un point A à un point P avec une consommation énergétique optimale. Cela nous emmène donc aux fondamentaux clés de la réussite d'une démarche FinOps. Alors, le premier axe qui est identifié pour réussir une démarche FinOps, c'est la collaboration. Les équipes financières, techniques doivent travailler ensemble en temps quasi réel, car le cloud fonctionne en ressources par ressources et à la seconde presque, pour pouvoir améliorer continuellement l'efficacité et l'innovation. Le deuxième, c'est la valeur ajoutée. Les décisions prises doivent être orientées par la valeur ajoutée, business métier de ce cloud. L'économie de l'unité, les mesures basées sur la valeur démontrent mieux l'impact sur l'entreprise que des dépenses globales. Faire des arbitrages conscients entre coûts, qualité et vitesse d'exécution, et puis considérer le cloud comme un moteur d'innovation. Donc le troisième point,
c'est que tout le monde devrait être responsabilisé sur cette consommation. La responsabilité de l'utilisation et des coûts doit être poussée à l'extrême. Les équipes projets produits doivent individuellement être habilitées à gérer leur propre utilisation du cloud en fonction de leur budget. Et donc, arriver à décentraliser cette prise de décision sur l'utilisation et l'optimisation des ressources, ce qui va amener les équipes techniques et fonctionnelles à considérer le coût comme un nouvel indicateur d'efficacité. Le quatrième point, qui est des rapports accessibles à tous et en temps réel. Ça va nous permettre de traiter les données de coût et qu'elles soient disponibles. Dès qu'elles sont disponibles, et favorisera ainsi une meilleure utilisation de ce cloud. Des boucles de rétroaction agiles se traduisent par un comportement plus efficace et l'analyse des tendances et des écarts permet d'expliquer les coûts augmentent ou diminuent selon notre besoin à un instant T. Cinquième point, c'est une équipe centrale, comme évoqué par mon collègue Faisal. Centraliser cette automatisation pour le FinOps réduit les efforts dupliqués par les différentes équipes, en leur permettant ainsi de se focaliser sur leur cœur de métier. Bien sûr, l'adhésion de la direction à la démarche FinOps, à ses pratiques et processus, est essentielle pour réussir. L'optimisation des tarifs, des remises centralisées, permettrait ainsi de faire bénéficier toutes les équipes de ces optimisations. Gérer, contrôler de manière centralisée ces engagements-là d'utilisation à une instance réservée ou à des remises sur des volumes, personnalisés avec les fournisseurs du cloud. Et donc, cette équipe, elle reste vraiment concentrée et focalisée sur cet objectif-là d'optimisation. Le sixième axe, c'est qu'il faut tirer profit du modèle de coût variable sur le cloud. Le modèle de coût variable du cloud doit être considéré comme une opportunité et non comme un risque, en adaptant de la prévision, de la planification, de l'achat de capacité à juste temps. Agile, itératif, la planification, elle est toujours préférable au plan statique sur du long terme. Puis faire des ajustements continus dans l'utilisation et l'optimisation du cloud. Cela nous emmène au prochain chapitre qui est un aperçu du cycle de vie. Alors, dans un monde classique, un projet, c'est principalement 4 phases: étude, budget, déploiement, puis un forecast financier qui est fixe. En adoptant une démarche FinOps, en plus de ces 4 étapes, on a 2 étapes FinOps qui sont le suivi et l'optimisation. Donc, c'est en faisant cette boucle-là qu'on arrive toujours en fait à avoir un projet qui est vivant et un forecast financier qui est variable et qui répond à chaque instant aux besoins et aux objectifs de l'entreprise. Maintenant, tout ça c'est bien, c'est beau, mais comment optimiser ces coûts sur le cloud? Il y a, dans un premier temps, il y a les méthodes d'optimisation les plus simples et les plus rapides, ce qu'on appelle les quick wins. On a le redimensionnement ou le right sizing dans le jargon, qui consiste à dimensionner notre infrastructure aux besoins en performance. L'exemple tout simple, c'est pourquoi tout simplement utiliser un véhicule 7 places alors qu'on est 2 à bord. On a la réservation, les saving plans. Parmi les avantages des réservations d'instances ou d'assets de manière générale est le discount proposé par les cloud providers qui peut parfois atteindre des gros pourcentages, ça peut aller jusqu'à 60% de réduction des coûts. Le scheduling ou la planification, qui est très important et qui s'adresse souvent aux environnements de dev et de test
qui ne sont utilisés en réalité que quelques heures dans la journée. Vu que le modèle de facturation sur le cloud, il est aussi basé sur le temps d'utilisation, donc arrêter ces environnements-là au moment d'inactivité nous permettrait de réaliser de réels gains économiques. Enfin, le cycle de vie qui concernera en particulier tous les environnements zombies, qu'on appelle zombies, qui ne sont plus utilisés, et qui continuent à tourner, générant ainsi des coûts. Ainsi que la gestion du cycle de vie de la donnée, qui est aussi très importante. Avoir une meilleure politique de gestion d'obsolescence de la donnée nous permet aussi d'optimiser nos coûts de stockage. Ça, c'est les méthodes de Quick Wins. Après, il y a d'autres méthodes que je laisserai mon cher collègue Faisal vous présenter et qui sont un peu plus complexes peut-être à mettre en œuvre. Merci Reda. Le cloud, comme vous le savez tous, amène un point qui est assez intéressant, assez important, qui est l'automatisation. C'est parmi les points les plus importants dans le cloud. Et cela dit que le fait de parler sur le redimensionnement, la réservation, la planification et même la gestion du cycle de vie, parmi les freins de pas mal de DSI à utiliser le FinOps et utiliser de l'optimisation financière sur le cloud, et le risque de ne pas pouvoir démarrer les machines après l'arrêt, parce que si on prend par exemple le cas de la planification, en général, c'est au moment où on n'a plus besoin de cette ressource, on va essayer de l'arrêter, donc le soir, le week-end, etc. Et c'est un peu là le challenge réel par rapport à ce fléau-là, c'est de dire, est-ce qu'on est sûr et certain si on l'éteint le soir, qu'il va bien démarrer le lendemain et qu'on n'a aucun souci par rapport à son démarrage? Et c'est les choses qui vont freiner réellement les DSI à utiliser le FinOps. Donc, ils préfèrent dire on laisse le fameux robinet ouvert que de le fermer et l'ouvrir. On a peur au moment où on va l'ouvrir qu'il n'y a plus d'eau. Et deuxième point par rapport à ça, c'est aussi de dire qu'il y a le souci principal de pas mal de DSI, c'est la question qui dit est-ce que la capacité qu'on a besoin et vraiment c'est ce qu'on utilise. Parce que le principal terme qu'on avait entendu depuis le départ du cloud, c'est pay as you go. On fait ce qu'on consomme. C'est bien. Mais est-ce qu'on est sûr et certain que ce qu'on consomme dans le cloud est vraiment ce qu'on a besoin de consommer? Et c'est là la question. En fin de compte, une des bonnes pratiques, il se base sur ce terme-là. C'est-à-dire, la capacité utilisée, est-ce qu'elle est vraiment alignée par rapport aux besoins en capacité, mais tant qu'on est en cloud et qu'il y a ce esprit d'automatisation, on rajoute à ça à tout moment par rapport à notre workload. Donc, selon la charge, durant même quelques heures dans la journée, durant le besoin qu'on a, durant la consommation qu'on veut avoir, est-ce qu'on paie vraiment ça? Ou on est en train de payer une ressource au moment où on l'allume et après au moment où on l'arrête? Et c'est là où la réflexion amène un autre moyen d'optimiser notre infra qui se base certes sur ce que mon collègue Reda vient de mentionner, redimensionnement, réservation, planification, mais d'une façon un peu où on est en train de réarchitecturer notre besoin, de le voir autrement. En fin de compte, si je prends toujours l'exemple que j'ai commencé au départ avec, qui est est-ce que vous pouvez laisser le robinet ouvert? Le fait de dire je vais utiliser sans automatisation, certes, ou même avec une sorte d'automatisation, une réarchitecturing de votre plateforme, c'est le fait tout simplement d'utiliser à la place d'avoir un robinet manuel, d'avoir un robinet automatique. Donc, au moment où on a vraiment besoin, il va commencer à couler et dès qu'on n'a plus besoin, il s'arrête. Mais est-ce que c'est tout? Certes, non, heureusement. C'est qu'il y a d'autres manières d'optimiser. Mais qui vont nécessiter une re-architecturing, un changement, une évolution d'une architecture vers soit ce qu'on appelle les conteneurs, ce qu'on appelle les Docker, donc les containers as a service. Et c'est comme si je prends toujours un peu l'exemple, c'est comme si on prend un petit seau et on le remplit d'eau et on l'utilise au moment où on a besoin. Au mieux que ça, parce qu'on peut carrément automatiser ce remplissage. C'est comme on a une chaîne de remplissage d'eau ou de bouteilles d'eau. Et à ce moment-là, on a tout un stock de bouteilles et on va utiliser les bouteilles, les boire au moment où on a besoin.
Bon, principalement, ça s'appelle Kubernetes, c'est le mot technique, mais le principe, c'est ça. Ou même mieux que ça, partir sur un scénario où on va réellement payer, le fameux pay as you go, payer ce qu'on a besoin de consommer par rapport à une exécution d'un workload. C'est même pas par rapport à un workload, par rapport à l'exécution du workload, c'est ce qu'on appelle un peu le goutte à goutte, si on prend toujours le même exemple. Donc, c'est le troisième exemple, ce qu'on appelle function as a service, qui est le principe du goutte à goutte. On paye la petite goutte qu'on va vraiment utiliser pour arroser notre jardin. Donc, soit on est sur de l'infra as a service et on est en train juste de dire il va s'arrêter quand on n'a plus besoin, soit carrément faire une chaîne de remplissage de bouteilles et un petit stock et à chaque fois qu'on a besoin, on va boire, ou carrément le goutte à goutte. Et l'impact par rapport à ça en termes financiers, parce qu'on est sur un séminaire qui part sur le FinOps, c'est le fait que cette peur qu'on avait au départ, qui est le fait de redimensionner, d'arrêter, de démarrer les ressources, va être un peu plus rapide. Entre le fait de le faire sur de l'infra as code, sera plus rapide si on passe en container, sera plus rapide si on passe en functions. Et automatiquement, on paiera moins, parce qu'on paiera que l'exécution de notre service ou pas forcément l'exécution de la machine en elle-même. Donc ça, c'est quelques exemples. Bon, je pris que celui-là, mais il y en a énormément d'exemples un peu, comme Reda a dit, un peu plus combinés, pour ne pas dire complexes, un peu plus combinés, qui sont un peu une combinaison de ce que Reda a mentionné afin d'optimiser un peu plus. Mais certes, si vous vous rappelez, au départ, on a parlé sur trois piliers qui sont les personnes ou les acteurs. On a parlé sur le process, donc ce que Reda vient de mentionner, le cycle de vie. On a parlé un peu sur quelques outillages. Mais est-ce que c'est que ça? En fin de compte, le cœur de tout ça, c'est principalement aussi des êtres humains. Et c'est une optimisation. Donc, une des questions qui se pose généralement, c'est que comment établir une culture d'optimisation financière en cloud? Je laisserai mon cher Reda répondre à cette question-là. Merci Faisal. Donc, effectivement, tout d'abord, avant d'entamer une démarche FinOps, nous devons nous positionner à un instant T sur un des trois blocs suivants, selon notre maturité sur le sujet. Le démarrage ou comment reprendre le contrôle de sa facture cloud. Pour une entreprise au début de sa démarche FinOps, adopter une approche pragmatique permet de se lancer dans le sujet en obtenant rapidement des résultats concrets. C'est les fameux quick wins qui vont permettre non seulement d'obtenir plus facilement des gains, mais aussi le buy-in des différentes équipes qui seront mises à contribution dans ce modèle global. Mais également, ces quick wins nous permettront d'autofinancer les phases suivantes de déploiement. Le deuxième bloc, la pérennisation, comment assurer la maîtrise des dépenses au sein de l'organisation sur la durée. Une fois que ces quick wins réalisés et toute la réarchitecturale a été faite, la mise en place d'une approche plus structurée permet d'impliquer le business dans la définition des objectifs et des indicateurs qui permettront d'aller plus loin dans l'optimisation de la consommation et d'impliquer de plus en plus de monde dans la démarche tout en pérennisant les pratiques. Puis en dernier, la généralisation, ou comment instaurer cette sobriété numérique comme pilier de l'organisation. Ce dernier niveau représente l'approche complète, mettant la FinOps au cœur des activités de l'IT en tant qu'activité en perpétuelle évolution. Pour cela, nous avons besoin au moins de deux acteurs. C'est ce qui a été énoncé par mon collègue. On a le lead FinOps, ce chef d'orchestre. C'est bien sûr le rôle central de ce modèle. L'approche FinOps ne repose pas sur une seule personne, mais le lead est le chef d'orchestre de ce modèle
qui, en adéquation avec les objectifs fixés par l'entreprise, par les métiers, vont lui permettre de prendre les meilleures décisions et déclencher les optimisations au moment opportun. Puis après, on a aussi besoin d'avoir un lead architecte qui, lui, conçoit les modèles. Il conçoit, pilote le développement de ces modèles d'architecture répondant aux besoins des directions métiers et en cohérence avec la stratégie et les politiques de sécurité et la maîtrise des coûts de l'entreprise. Il participe au choix d'outils, la définition des processus en termes d'évaluation, de conception, d'implémentation, et s'assurer qu'ils s'intègrent bien en respectant les standards existants de l'entreprise de manière cohérente, efficace et durable dans l'architecture d'un système d'information. Puis, bien sûr, il doit porter de l'innovation auprès de l'ensemble des parties prenantes au regard des architectures existantes. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, pour pouvoir réussir ça, on a besoin d'outils. Donc, il y a des outils qui sont natifs. Par exemple, AWS Web Services fournit 4 outils conçus pour piloter les dépenses engagées sur sa plateforme. En amont, on a le AWS Cost Explorer qui s'articule autour d'un tableau de bord pour visualiser les coûts des différents services cloud utilisés au fil du temps, permettant d'appliquer différents filtres, compte, période, offre. Il intègre des modèles d'analyse prédictive en fonction de l'historique de la consommation. Un deuxième outil, le AWS Trust Advisor, qui analyse en temps réel les performances des instances exécutées selon les besoins en performance et capacité du client. Il désactive les machines virtuelles, inactives et redimensionne celles qui s'avèrent surprovisionnées ou inadaptées à la charge de travail. Après, on a le EC2 Right Sizing qui fournit des recommandations à la fois sur les paramétrages techniques des services AWS et sur l'optimisation des coûts en éliminant notamment les ressources IT inutilisées, les fameux zombies. Puis enfin, AWS Budget qui permet de se fixer des budgets, des seuils et être alerté en cas de dépassement. Microsoft Azure est équipé d'une calculatrice pour estimer le montant à engager en fonction des architectures et briques qui sont retenues. C'est un peu l'équivalent de l'AWS Pricing Calculator. À l'instar d'AWS Cost Explorer, Azure Cost Management consolide de son côté les ressources consommées et les dépenses associées au sein d'un tableau de bord unifié. Parmi ces points différenciants, l'outil ne se contente pas de monitorer que les coûts Azure, il permet également de piloter ceux d'AWS en se connectant aux API de ce dernier. L'autre avantage, c'est que l'application de data visualisation Power BI de Microsoft se connecte à Azure Cost Management, ouvrant ainsi la possibilité à la création de tableaux de bord personnalisés. Puis en matière de FinOps, Microsoft met aussi en avant Azure Advisor, un service qui, entre autres choses, identifie les VM faiblement utilisés. Il fournit des recommandations en termes d'achat d'instances réservées, mais ces recommandations sont basées sur les 30 derniers jours d'utilisation de la VM. Puis on a Google Cloud, qui au lieu de proposer plusieurs outils FinOps comme AWS ou Microsoft, Google Cloud Platform a fait le choix de proposer dans ce domaine un service unique, baptisé Cost Management. Il inclut à la fois une console de suivi des dépenses, la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés, mais aussi une gestion des ressources cloud par projet, ainsi qu'un pilotage des habilitations financières en fonction des budgets alloués, avec à la clé des alertes en cas de dépassement. Enfin, la solution gère aussi des exports vers du BigQuery, si jamais on veut les réexploiter dans l'application visualisation Data Studio de Google.
Maintenant qu'on a parlé de ces outils, on pourrait parler rapidement de la certification, FinOps. La FinOps Foundation propose une formation certifiante au FinOps qui a l'avantage d'être reconnue et indépendante. La FinOps Certification, délivrée par des experts professionnels du domaine, elle couvre les principes fondamentaux du FinOps et donne un aperçu des concepts clés dans les 3 grands domaines de l'optimisation des dépenses qui sont l'information, l'optimisation et l'opération ou l'exploitation. Avec cette formation, la Fondation FinOps cible tous les profils IT qui sont susceptibles de s'intéresser de près ou de loin au FinOps, que ce soit un DSI, un architecte, un responsable finance IT. Enfin, elle cible aussi même les dirigeants financiers ou management d'une entreprise. Maintenant, je vais donner la main à mon collègue Faisal qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà du FinOps. Merci beaucoup, Reda. Le au-delà, réellement, on a déjà, pour être tout à fait sincère, on a déjà parlé dans ce séminaire sur l'au-delà. Parce que si on prend le terme qui est gestion financière en cloud, ça ne prend pas que la partie FinOps. Principalement, FinOps, c'est, comme on vient de mentionner au départ, c'est les tactiques, juste des tactiques, comme on a vu avec le redimensionnement, avec la planification, avec une composition automatique de tout ça via ce qu'on a présenté à un certain moment concernant la containerisation du système ou même partir sur ce qu'on appelle Function as a Service. Tout ça, c'est des tactiques pour maîtriser le coût. Ainsi, les bonnes pratiques et les outils que Reda vient de mentionner. Mais il n'y a pas que ça sur le FinOps. En fin de compte, le FinOps, il y a un point qu'on a déjà parlé tout à l'heure, qui est par exemple la culture d'optimisation. Ça, c'est une culture qu'il faut implémenter. Une culture d'avoir confiance qu'on peut automatiser les choses, qu'on peut plus avoir peur que si on arrête une machine, que le lendemain, il ne peut ne pas démarrer. Tout ça, c'est une culture qui n'est pas forcément finance, mais elle est plus dans le domaine un peu plus global qu'on appelle la gestion financière du cloud. Donc, vous voyez un peu, on peut parler sur la gouvernance en gestion financière du cloud, on peut parler sur des process un peu plus poussés, on peut combiner dans les process plusieurs bonnes pratiques par rapport à ça. On peut parler sur les cultures, sur la stratégie à implémenter cette gouvernance, sur l'automatisation, qui soit de façon combinée via ce qu'on a parlé tout à l'heure ou d'autres manières de faire, ainsi de suite. Donc, ces sujets, c'est vaste. Et le domaine de la gestion financière du cloud et même du finance, c'est assez vaste. On ne pourra pas étaler tout de le fait qu'on a prévu ces sujets qui seront forcément traités durant nos prochaines webinaires. Et sur cela, on tient à vous remercier de votre présence et on commencera les questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, je vais partir sur la liste des questions-réponses. Alors, il y en a déjà 7. Alors, je prendrai... Merci Reda d'avoir déjà répondu sur la première question, mais je vais le lire comme ça, tout le monde va entendre la question ainsi que la réponse. Et je te laisse la parole pour donner plus d'informations. Donc la question est dit, le redimensionnement n'est pas évident quand les applications sont en production. Quel est votre point de vue? Question posée par Yann. Et je te laisserai lire ta réponse, Reda. Ok, merci Faisal. Bonjour Yann. Donc effectivement, comme répondu, l'intérêt en fait d'utiliser les technos mises à disposition aujourd'hui par le cloud nous permettent éventuellement d'éviter d'avoir ce stress quand on est en production. Quand on implémente dès le départ de l'autoscaling par exemple, on sait très bien, on a défini nos seuils, c'est automatisé,
tout est fait dans le cloud. Donc, à partir du moment où on a réglé les bons paramètres, votre infrastructure, elle peut s'auto-scaler donc pour répondre à une forte charge comme à une charge qui est très normale. Merci Reda. N'hésitez pas de publier vos commentaires sur le chat. Je passerai à une question de Monsieur Amine qui dit slide 17. Donc, je vais revenir rapidement sur ce slide-là. On parle bien sur ce slide. La question, il dit, parmi les optimisations, est-ce qu'une revue globale de l'architecture de l'infra-cloud est considérée comme un quick win? Je réponds après, je laisse Reda de compléter parce qu'il a déjà fait une réponse assez intéressante sur le chat, mais une revue globale, comme il dit Reda, tout dépend. Parce que on est en train de dire qu'on est en train de revoir une architecture, une petite application à 2 tiers ou à 3 tiers, et de parler sur une revue, je dirais oui. Mais quand on est sur une grande infrastructure, une grande architecture, quelquefois, il faut plus penser sur le slide 18, donc une re-architecturing du système, pour avoir une vraie optimisation. Mais est-ce que c'est un quick win? Ma réponse n'est pas vraiment. Si c'est une vraie infra, une infrastructure assez riche en termes de valeur, je dirais que ce n'est pas vraiment un quick win. Que ça prend du temps de réarchitecturer, de voir un peu est-ce qu'on va passer plus en mode dockerisation, est-ce qu'on va rester sur en mode IaaS, etc. La question de Monsieur Moquette. Il dit bonjour, donc pour le Function as a Service, les ressources sont réservées gratuitement et le paiement se fait à l'exécution. C'est bien cela. Alors, tout dépend du fournisseur cloud, mais je vais un peu essayer de répondre en se basant sur le cloud de Microsoft, donc Azure. Alors, le Function as a Service, c'est plus un modèle de paiement qui va rentrer en jeu sur cette réponse-là. En fin de compte, on a 2 cas de figure sur les Azure Function. La première, c'est que je peux payer un Azure Function par consommation. En fin de compte, je vais réserver pas les ressources gratuitement, mais je vais payer à le nombre d'exécutions. Et si ma mémoire est bonne, on peut aller jusqu'à 1 million d'exécutions gratuites, offertes déjà d'avance à 0 €. Après, au-delà d'1 million d'exécutions, on commence à payer, mais le paiement, il sera fait à la base d'une exécution, mais selon un ratio qui est normalement la réservation de la barrette mémoire. Après, chaque fournisseur, il a ses manières de calcul financier, mais si je résume en 2 mots, oui, on paie à la consommation, on paie à l'exécution, on ne paie pas à la réservation qu'on fait sur les ressources. Reda, si tu veux rajouter un mot. Là-dessus, non. Je crois que tu as donné les bons éléments qu'on partage tous. Merci. Alors, il y avait une question de M. Imad. Il dit, est-ce que le choix du cloud provider fait partie aussi des axes d'optimisation des clouds, des coûts, pardon. Par exemple, chez AWS, tu peux avoir une réduction de 90% sur le type d'instance spot. Alors, là-dessus, moi, ce que je peux dire, c'est que le choix du provider n'est pas vraiment un axe d'optimisation parce qu'ils jouent tous sur les mêmes technos, sur les mêmes offres. Les instances spot sont aussi disponibles aujourd'hui chez Microsoft. Donc, c'est quelque chose qui date, corrige-moi Faisal, de 3 mois peut-être, où Microsoft a mis aussi en place de l'infrastructure as a spot. Et donc, du coup, le choix n'est peut-être pas dépendant du cloud provider. On peut très bien avoir un cloud provider aujourd'hui qui n'a pas cette techno, mais qui peut venir dans le temps. Et je laisse Faisal continuer éventuellement là-dessus. Oui, alors, pour moi, ce n'est pas vraiment du FinOps pour une raison qui est assez simple, c'est que les prix dans le cloud varient le jour en jour. On peut avoir un prix aujourd'hui, avoir une nouvelle version et un prix qui change.
En général, c'est de la négociation. Donc, en général, quand on a un groupe, une grande plateforme à implémenter dans le cloud, on négocie aussi quelques discounts. Mais ça, pour moi, c'est pas du finance, c'est de la négociation. On peut négocier avec Microsoft, on peut négocier avec AWS, on peut négocier avec Google. C'est de la négociation. Après, l'instance en elle-même, à combien ça coûte d'un point ou d'un autre, pour moi, personnellement, j'estime que la valeur, il est plus sûr de dire est-ce qu'on peut faire du multi-cloud. C'est pas le choix du fournisseur cloud. Si on fait un choix, c'est-à-dire on est en monocloud, on doit s'allier à la manière avec laquelle on va faire notre calcul sur un fournisseur et après, c'est entre négociation et optimisation. Mais c'est propre à ce cloud. Si AWS est moins cher dans une instance, il peut être plus cher dans une autre. Donc, si on combine les avantages et les inconvénients de chacun, on va se retrouver presque à égal dans tous les scénarios. Mais peut-être que la question, votre question à Imad, elle est plus de dire, est-ce que le fait d'être dans une logique multi-cloud est une option d'optimisation? La réponse pour moi, c'est un oui. Multi-cloud, oui. Monocloud, c'est un choix. Et en général, la combinaison de plein de services, parce que là, on part sur l'instance spot, mais si on prend l'instance spot ici, on prend par exemple un autre service côté AWS, on peut le trouver plus cher que le service équivalent chez Google ou chez Azure. Donc, comparant, moi, je ne suis pas trop sur cette tendance de dire ça, c'est mieux que ça ou ça, c'est moins cher que ça, mais c'est plus une philosophie qui est multi-cloud, où on peut dire, je peux prendre sur AWS les instances spot ici parce que c'est moins cher et parce que c'est plus, il ramène plus de la valeur, parce que c'est pas juste question de prix, c'est question aussi de valeur. Et je peux prendre, je sais pas, de l'AKS, du Docker sur Azure. Donc, je peux combiner, et en combinant plusieurs clouds, là, par contre, on peut avoir une combinaison assez intéressante en termes d'optimisation financière. Alors, il y a une dernière question de Bernard qui dit « Merci et bravo pour la presse. Question relative à votre expérience FinOps. Si vous pouvez revenir au tout début, le premier jour, feriez-vous les choses différemment? Quelle sera votre priorité ?» En tout cas, forcément, l'expérience que j'ai et l'expérience de Reda combinée sont plus riches. Mais moi, je dirais qu'au départ, les gens ils commençaient à savoir c'est quoi un cloud. Si je prends un peu mes débuts de cloud qui datent quand même de quelques années, la première fois que j'ai touché les clouds, ça date quand même de 2013, donc au tout début. Et au tout début, on était plus sur une logique qui dit que le cloud est moins cher. Le cloud, c'est quelque chose qui est assez rapide. C'est du quick win, c'est du pay as you go, etc. Où les gens ils pensaient pas du tout finance à ce moment-là. Parce que par défaut, ce qu'on circulait comme information à l'époque, c'était que le cloud est moins cher. Et quand on dit cloud est moins cher, on est en train de comparer, donc forcément, les gens ils vont même pas penser à optimiser leur coût sur le cloud. Mais année en année, où on commence à avoir énormément de services dans les marketplaces des trois fournisseurs, qui soient Google, Amazon ou Azure, certes, à ce moment-là, on est en train de mettre plus de workload en cloud. Et plus de workload, c'est plus d'argent. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que vraiment c'est moins cher si on combine tout ça et on le met dans le cloud? C'est là où ça a démarré le FinOps. Moi, le FinOps, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est moins d'1 an et demi où j'entendais vraiment parler du FinOps. Sur une carrière qui est presque de 7 ans en cloud, c'est durant 1 an et demi ou 2 ans où je commence à entendre cette mentalité FinOps. Après, c'est un changement de mentalité. Il faut prendre aussi en considération, c'est que le cloud était une idée technologique. Donc, il est en général dans l'entité technologique, dans l'IT. Le FinOps, c'est finance. Et en général, c'était toujours que l'IT va chercher de l'argent côté finance, il va investir en faisant un forecast. Et le vrai challenge côté financier, c'est un peu là, pour moi, la réticence qu'on avait au départ côté financier pour faire du finance, principalement sur un point qui est assez intéressant, c'est qu'eux, ils avaient toujours cette mentalité d'avoir un provisionnement financier. Donc, ils font un fichier ou un logiciel, ils font de l'approvisionnement en savant qu'ils vont payer tant tel mois, etc. Donc, ils ont un forecast. Sauf que dans le cloud, on paye à la consommation.
on peut pas forecaster. Ce mois-là, on paye une machine parce qu'on l'a consommée 3 jours. Le mois prochain, on va le consommer 15 jours. Le mois prochain, on va le consommer 20 jours. Déjà, c'est cette scale qu'on est en train de parler, où Reda, il a parlé tout à l'heure du truc, qui est le redimensionnement, le resizing, etc., a un impact fort au niveau financier parce que rien n'est stable. Tout à l'heure, Reda, il a mentionné un point qui est assez important, ce qu'on appelle la variation du coût. Et cette mentalité d'avoir une variation de coût au niveau financier, pour moi, c'était une grande réticence. Je parlais avec des financiers où, pour eux, dès qu'on leur dit on ne peut pas vous donner un forecast, on ne peut pas savoir un peu combien, parce que ça dépend de la consommation, automatiquement, ils veulent. C'est effectivement la FinOps, c'est tout un mouvement en fait, et c'est pour ça qu'à chaque fois on insiste sur le fait que ça reste une culture, ça reste pas vraiment un métier. Et comme le disait Faisal, c'est quelque chose de tout récent parce que tout le monde est parti sur le cloud et tout le monde a vu sa facture exploser. Donc c'est ce qui a fait naître en fait le FinOps. Après, aujourd'hui, vu comment la maturité du FinOps, on peut même aujourd'hui l'appliquer sur de l'on-premise. On peut l'appliquer pour avoir une IT éco-responsable, si on veut parler d'écologie. Donc ça commence vraiment à s'intégrer dans toutes les discussions et ça reste encore une fois un mouvement collectif. Je crois qu'on est déjà 46. On prendra une dernière question. Oui. Je prendrai la dernière d'un monsieur qui s'appelle Anonyme pour faire. Il n'y a pas de nom, qui dit qui faudra-t-il convaincre pour adopter la FinOps? Moi, c'est tout le team FinOps. Au départ, on a déjà commencé à parler sur le team FinOps et on parlait sur 4 acteurs principaux. Il y avait l'exécutif, il y avait les métiers, il y avait les financiers, il y avait les techniques. C'est un travail d'équipe, le FinOps. C'est pas une personne. C'est vrai qu'il y a forcément un lead, le lead FinOps. C'est une combine des 4. Si l'exécutif n'a pas de vision, n'a pas de stratégie et qu'il ne pousse pas, ça va être compliqué pour que les métiers aient cette mentalité qui peut impacter un peu la mentalité aussi et la manière et la culture des financiers. Qui va pousser l'équipe technologique de ramener des solutions pour ça. Pour moi, c'est une combinaison. Si on veut qui convainc, je dirais les 4, mais avec il faut démarrer par qui? Tu vois, Reda, je te laisse la parole pour dire on démarre. Oui. Moi, je dirais c'est celui qui paye en fait, qui doit être convaincu par la démarche en premier. Donc c'est le top management. Si l'exécutif il est séduit par la démarche, il saura diffuser la stratégie à tout le monde. Après, bien sûr, encore une fois, c'est les métiers, c'est les projets, c'est les équipes opérationnelles, c'est les équipes run, c'est tout le monde doit travailler sur le sujet. Alors, je vais essayer de lire les questions que je vois déjà publiées. N'hésitez pas de poser vos questions à droite, là où il y a les questions et réponses, dans l'onglet questions et réponses. Donc, je commencerai par la question qui dit sur Azure, on peut également citer les ressources ainsi que la partie hybride benefit. Reda, tu veux répondre ou je... Le sujet, si j'ai bien compris, c'est plus parler sur la réservation, qui est un sujet d'optimisation, ainsi qu'un sujet de licence qui est hybrid benefit. Effectivement, c'est deux points qui sont vraiment distincts, qui sont différents. Quand on parle de réservation d'instances, là, on parle sur une application, par exemple, dont le cycle de vie, il est déjà prédéfini et connu dans le temps. Donc, on peut aller faire une réservation pour pouvoir bénéficier de ces discounts-là qui sont très importants. Après, pour la partie hybride benefit, ça consiste en fait à réutiliser vos licences qui sont on-premise dans le cloud. Donc,
pour les entreprises qui ont du software assurance, ils peuvent éventuellement, au lieu de payer la licence en plus de l'infrastructure, récupérer les licences déjà existantes et les utiliser sur l'infra cloud qu'ils ont. Je rajoute sur ce point-là un point qui est assez important. Par contre, c'est un point qui est plus spécifique aux licences Microsoft. Chaque technologie, chaque mode de licensing est différent. Mais certes, l'optimisation des coûts de licence sur le cloud via le hybrid benefit est un point qui est assez important, mais il faut bien vérifier est-ce qu'on a les prérequis pour l'utiliser. Si je prends un exemple, si on a un Windows Server en on-prem et qu'on a déjà acheté la licence et qu'on veut bénéficier de ce hybrid benefit sur Azure, juste être sûr et certain qu'on a ce qu'on appelle la software assurance chez Microsoft, qui est une sorte de contrat de maintenance des softwares chez Microsoft qui permet, via ce qu'il y a dans ce qu'on appelle les software assurance, à avoir l'autorisation d'utiliser cette licence sur Azure. Donc, hybrid benefit, oui. La réponse, c'est que c'est un point assez important en optimisation de coûts de licence sur le cloud, qui est aussi un volet important dans le FinOps. Mais on doit vérifier est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a les prérequis pour pouvoir le faire. C'est important aussi de mentionner ce point-là. Une autre question qui dit à quoi fait référence le ATA. La réponse est déjà donnée exactement, c'est une sorte de boîte à outils à Valiance qui englobe énormément d'autres outils qui sont propres aux fournisseurs cloud, donc par l'occurrence, comme Reda l'a mentionné, Azure, AWS et Google, et d'autres qui sont des sociétés plus indépendantes qui permet aussi de répondre à pas mal de points côté FinOps ou côté gestion financière du cloud. Si je prends par exemple tout ce qui est tagging, hygiène, etc., il y a Aptio, il y a pas mal d'autres solutions, je ne vais pas m'étaler sur ce point, mais il y a énormément de solutions qui ne sont pas forcément des solutions éditées par le fournisseur cloud lui-même, mais qui sont plus multi-cloud. Et là, on travaille sur une matrice globale qui est un peu plus proche par rapport à cette boîte à outils. Une autre question, j'espère, Reda, si tu veux rajouter un point par rapport à ça. Oui, juste en revenant sur le ATA, c'est en fait ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des outils effectivement comme mentionné par Faisal qui sont natifs, qui sont propres aux cloud providers, donc ceux qu'on a listés sur nos slides, tools, mais récolter de la donnée ne suffit pas. Parfois, on a besoin d'un certain nombre de scripts et de mécanismes qu'on a aujourd'hui dans cette boîte à outils pour pouvoir analyser ces données-là et avoir une meilleure stratégie à proposer à nos clients. Merci Reda pour ce. Il y a une autre question qui dit quelle est la maturité de cette culture actuellement dans les entreprises, posée par Monsieur Cédric. Donc on parle bien sur la culture d'optimisation financière et la question elle est plus sur le niveau de maturité dans les entreprises. Je réponds d'une façon assez macro, après je laisserai la main à Reda pour ajouter plus. Tout dépend des marchés parce que chaque métier est différent, mais on estime que la notion du FinOps a eu une maturité en plein évolution. Comme je l'ai mentionné au départ de ce webinaire, malheureusement ou heureusement, à cause de cette situation inédite. Ces situations de Covid, du fait d'avoir des gens qui sont à distance, il faut innover, comme le prof dit, on innove, on meurt. C'est vrai que là, ce challenge a fait que les gens ils commençaient à migrer vers Azure, mais en gardant une idée de maîtriser ou d'optimiser ses coûts. Donc, ça commence, le FinOps, ça commence
La gestion financière du cloud, je dirais, ça va venir, sur certains. Mais on est plus sur des retours d'expérience en FinOps que plutôt sur de la gestion financière du cloud. Alors, moi, je vais rajouter, je vois qu'il nous reste 1 minute presque pour, à la fin de notre webinaire. Concernant la maturité de la FinOps dans le monde des entreprises aujourd'hui, et selon nos retours d'expérience de nos différents clients chez Avaliance, on constate qu'il y a un peu de tout. Donc, on a des clients qui sont partis dans le cloud parce que c'est la tendance. Et donc, du coup, ils se sont vite avérés que les coûts explosent. Et donc, du coup, si on ne les maîtrisait pas, on allait droit au mur. On a aussi des entreprises qui ont pris le temps de réfléchir à une stratégie en embarquant dès le départ ces optimisations et cette méthodologie-là FinOps alignée avec les objectifs de l'entreprise. OK, je veux partir dans le cloud. À quel coût? C'est quoi la valeur ajoutée? Et comment tirer profit maximum de cette démarche? Voilà pour moi. On prendra peut-être une dernière question. La question, je crois, il y a déjà une question que Reda il a déjà détaillée dans le slide, qui est Abdel qui dit merci Faisal Reda, j'ai 2 questions. Est-ce que l'approche FinOps doit se faire au tout début, / au milieu ou à la fin du projet cloud ou migration vers le cloud? Ou sinon, est-ce qu'il doit être adopté au fur et à mesure? C'est vrai que c'est un sujet qui était mentionné dans le slide dans nos slides de notre webinaire par Reda. La réponse est oui dans tous les cas de figure, parce qu'il y avait un slide qui parle sur à quel moment on peut le faire au début. Le meilleur des cas, c'est de le faire au début. Mais si on est déjà sur un projet en plein migration, oui, on peut faire au milieu, parce que ça reste un cycle de vie. C'est un peu le cycle de vie que Reda a mentionné tout à l'heure. Il y avait un cycle de vie. On peut le commencer à un certain moment, mais ça va revenir parce que c'est une amélioration continue. Le FinOps, c'est pas un dossier qu'on va faire au départ, au milieu, ou à la fin, on va le mettre dans un tiroir, on dit oui, c'est super, on a les bons outils et c'est bon. Non, c'est toute une culture, c'est tout un cycle de vie qu'il faut maintenir. Donc oui, on peut le faire au début, de préférence, on peut le faire au milieu. Bon, à la fin du projet, ça veut dire qu'en fin de compte, le projet est déjà en run, donc il est déjà opérationnel. Oui, mais c'est plus dans le fait d'être sûr et certain que les capacités qu'on a réservées, il est bien consommé, etc. etc. Donc, et à ce moment-là, c'est plus une optimisation du récurrent. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, on aura notre forum sur ce webinaire. On répondra à toutes les questions. N'hésitez pas à échanger même post-webinaire. Donc, on ouvrira un peu le canal pour pouvoir échanger, poser vos questions. On répondra juste après le webinaire. Là, on est déjà 14 heures. On était très ravis de vous avoir parmi nous et on sera ravis de vous avoir dans les prochains webinaires et surtout poser aussi vos questions dans le forum qui va être envoyé par la suite. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt sur nos prochains webinaires.